Merci de nous rejoindre pour 26 minutes en Afrique et dans le monde. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons encore nous prêter ce dimanche à l'exercice de l'actualité hors de nos frontières avec nos invités. Romel Rondénion, bonjour. Bonjour Maël, bonjour Gaston, bonjour chers téléspectateurs. Gaston Joy Agbo, bonjour. Bonjour Monsieur Romel, bonjour Madame Maël, bonjour à nos téléspectateurs. Alors, je vais commencer par vous, Romel Rondénion. Nous allons parler déjà, pour commencer, des manifestations au Togo. Vous n'êtes pas sans savoir que le pouvoir togolais a adopté une réforme en instaurant un régime parlementaire avec une présidence tournante. Pourquoi cette réforme soulève-t-elle autant d'indignation dans la rue? Eh bien, d'abord pour placer le contexte, je dirais que le président actuel du Togo, Faure Gnassingbé, est au pouvoir depuis 2005, donc depuis 20 ans, ce qui signifie que son temps est certainement déjà passé aux yeux de sa population. Mais revenons dans les bases de cette indignation qui a été causée par la réforme présidentielle au Togo. En effet, le Togo a adopté récemment une nouvelle constitution permettant donc à ce que le Parlement soit le premier, celui qui choisit le président au pouvoir. Donc les élections ont été annulées de cette manière. On dit souvent que les élections sont l'apanage du peuple. La seule manière, ou plutôt l'une des seules manières que celui-ci a de pouvoir manifester sa volonté au pouvoir en place. Malheureusement, si cette volonté, si cet apanage est enlevé au peuple, alors celui-ci a bel et bien raison de manifester pour réclamer justice. On ne peut pas se permettre de se lever du jour au lendemain, annuler les élections dans un pays et exiger que les gens se calment. Ça ne se passe pas comme ça, malheureusement, pour les personnalités qui sont au pouvoir. Alors, si une constitution doit être changée pour améliorer le mode de gouvernance du pays, alors le référendum est, je pense, une étape obligatoire. Et c'est ce qui a manqué à cette réforme qui a été prise par le Togo. Donc, le gouvernement togolais a le devoir de suivre les revendications de son peuple et de les mettre en application du mieux possible. C'est-à-dire revenir à l'ancien régime, un régime présidentiel dont la passation de pouvoir est faite par les élections. Merci à vous, Gaston Joy Agbo. Est-ce qu'on peut dire que les Togolais n'ont pas trouvé une autre manière de manifester, ou plutôt de contester cette réforme qu'à travers seulement les manifestations? Pour ce qui est du contexte actuel, il n'y a pas mieux que de manifester, parce que la seule voie qui se trouve être légitime pour le peuple lui est déjà refusée par la réforme qu'on a observée au niveau de la constitution togolaise. Donc actuellement, le peuple n'a plus le droit de voter ou de manifester son mécontentement que par les manifestations. Et on a vu que ces manifestations sont sont paisibles, ne sont pas des manifestations violentes, mais ce sont les répressions que le gouvernement est en train de faire à l'endroit de ces manifestations qui rend les choses un peu plus violentes. Et dans ce sens, je pense que le peuple a raison de montrer ses inquiétudes pour ce qui est de la gouvernance, pour ce qui est de la manière dont la chose étatique sera gérée désormais. Parce que désormais, le peuple ne peut plus élire ses dirigeants, mais comment est-ce que ça va se passer? C'est l'inquiétude principale de la population togolaise actuellement, et ils ont vraiment raison de s'insurger contre cette réforme, parce que la personne qui est au pouvoir, qui est aux commandes actuellement, n'est pas le président. On est dans un régime parlementaire, comme l'a dit monsieur Romel, et là maintenant on se retrouve avec un président du Conseil des ministres qui a tous les pouvoirs entre ses mains, et un président à titre symbolique, ce qui fait déjà que la personne qui est désormais président du Conseil des ministres, qui était avant le président de la République, se retrouve désormais avec un mandat quasi illimité. Donc, si son parti arrive à remporter ou à être toujours majoritaire, il pourra continuer à diriger le pays jusqu'à sa mort. C'est ce que le peuple a fini par comprendre. Parce que depuis 2 mois, il est au pouvoir, mais
cette réforme n'a pas lieu il y a une semaine ou plutôt quelques jours avant les manifestations. Donc je pense que le peuple a pris déjà le temps de montrer ses inquiétudes, mais rien n'est fait à l'endroit du peuple. C'est pour ça qu'on observe désormais ces manifestations dans les rues. Merci à vous, Romel Rondignon. Des insurrections, des manifestations qui tournent à la répression finalement. Ces manifestations tournent bien évidemment à la répression, ce qui est assez dommage. Pourquoi je dis cela? Parce que la manifestation est le droit du peuple. Le peuple qui sont mécontents ont le droit de manifester. Et donc, si l'État veut encadrer cette manifestation, alors l'État a le droit de le faire et a même le devoir d'encadrer ces manifestations de par ses forces de défense du territoire, ou plutôt par ces forces de police qui permettront donc d'encadrer toutes les manifestations, éviter que celles-ci dégénèrent et arrivent à une situation incontrôlable. Malheureusement, ce qu'on constate au Togo, c'est que la police est désormais le bourreau du peuple, c'est-à-dire que celui-ci maltraite le peuple. On a recensé des cas de mort au Togo dû à des répressions policières beaucoup trop violentes sur la population togolaise, et même dans le lot, des Béninois ont été décomptés. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que la manifestation tend à perdre de son effet. Le pouvoir en place n'est pas prêt à céder aux exigences du peuple et utilise la force pour mater cette répression, mater cette manifestation-là. Ce qui ne doit pas se faire. Peut-être pas parce que le peuple a décidé de manifester de cette façon que le gouvernement a peut-être voulu recadrer les choses dans ce sens-là, où est-ce que je veux dire? C'est cette question. Peut-être qu'il y a une autre voie, une autre voie. Est-ce que il y a des demandes qui ont été faites? Est-ce qu'il y a des audiences qui ont été demandées? Est-ce que ces démarches ont été menées déjà au préalable et qui n'ont pas eu gain de cause pour qu'on en arrive directement aux manifestations? Bien, déjà, je vais répondre à la première question. Est-ce que c'était la seule manière de réprimer une manifestation? Une manifestation ne doit pas être réprimée violemment. Pourquoi? Parce que, déjà, de un, la police n'a pas le droit de toucher à la population de cette manière. Je sais de quoi je parle, puisque quand la police, la première prérogative de la police, c'est la protection du peuple. Un policier ne peut pas se mettre à battre un habitant de la sorte et sans avoir de répercussions sur ses actes. Un policier ne peut pas tirer sur un manifestant sans avoir de répercussions sur ses actes. Les mécanismes de répression des manifestations sont cadrés, sont codés et font en sorte que même si la police veut recadrer une manifestation, alors elle puisse le faire dans l'ordre, dans la retenue. Si on en vient à faire du mal à la population, c'est-à-dire que la police était compétente, tout simplement. Excusez-moi de le dire ainsi, la police était compétente en le faisant de la sorte, puisque tous les dispositifs qui lui permettent de faire cette répression avec de la paix, alors c'est évident qu'ils existent. Ils existent au Bénin, ils existent un peu partout dans le monde, et ce n'est pas le Togo qui dira le contraire. Donc malheureusement, ce n'est pas ce qui est constaté aujourd'hui au Togo. Donc est-ce qu'il existe une manière plus pacifique de réprimer cette manifestation? Ça existe très clairement, c'est codifié partout. Je ne peux pas apprendre quelque chose de nouveau à la police togolaise. Donc désolé de le dire, mais cette répression elle sort du cadre des attributions de la police. Elle va beaucoup trop loin et ce n'est pas ce qui est souhaitable dans le cadre d'une répression de manifestation. Ce qui est souhaitable, c'est de contrôler la population, de la laisser manifester, mais de ne pas laisser les choses dégénérer. En ce qui concerne la deuxième question qui est... Bien sûr, est-ce que la société civile aurait dû, elle aussi, déjà mener en amont des actes pour attendre gain de cause avant d'en arriver aux manifestations? Bien évidemment, c'est ce qui est souhaitable. Le plus possible, c'est ce qui est souhaitable. Mais si on remonte dans l'histoire, la famille Assigbe a gouverné le Togo depuis, je dirais, plus d'une cinquantaine d'années. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que la même mise de ce pouvoir, de cette famille sur le pouvoir togolais n'est plus à redire. Certes, on dira qu'il y a des élections, que c'est possible de parler avec les urnes, mais malheureusement, les élections ont été retirées. Alors, qui d'autre peut faire quoi que ce soit? Aller vers les personnes qui ont institué un nouveau système et leur demander de retirer le système alors que celui-ci les avantage. Qu'est-ce qu'on a en contrepartie?
désolé de le dire ainsi, mais c'est la vérité. On ne sait pas ce qu'ils veulent réellement, à part le pouvoir. On ne sait pas s'ils sont prêts à laisser les choses entre les mains des populations comme cela se devrait. Alors, on choisit d'aller au plus simple, la manifestation, qui ne devrait pas causer la mort de qui que ce soit. Et donc, les processus pacifiques par les sociétés civiles, par les acteurs de la société civile ou par tout autre acteur en mesure de le faire ont très certainement été déjà faites pendant des années. Et c'est quand un peuple décide de manifester qu'on voit qu'il est véritablement à bout. Que tout ce qu'il a essayé par le passé n'a pas fonctionné et que c'est la seule manière que celui-ci trouve de réagir convenablement à une situation qui la dépasse. Donc, effectivement, les mécanismes existent pour aller de façon administrative, de façon plus concrète, mais si la population a décidé de manifester, alors considérons cela comme le dernier cri du peuple. Merci à vous. Je me tourne vers vous, Gaston Joy Agbo. Alors, quelle marge de manœuvre reste-t-il à la société civile dans ce contexte pour se faire entendre? Oui, je pense que tout ce qui reste à faire maintenant, c'est toujours de porter la voix de la population. Ce qu'ils ont essayé de faire jusque-là et qui n'a pas marché. Parce que... Là, qui sont réprimés. Doivent-ils continuer à manifester? Oui, parce que le peuple ne peut pas forcément directement dans la rue faire monter le message jusqu'au niveau, disons, national et au niveau international. Mais les acteurs de la société civile ont une certaine audience, une certaine possibilité de faire monter plus haut les revendications de la population. Et il y a un aspect que j'aimerais soulever ici, ou j'aimerais mettre en lumière, c'est le fait que en Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest, la population ne manifeste pas souvent. C'est dans les autres régions qu'on arrive à voir une facilité dans les manifestations pour ce qui est des revendications au niveau de la population. Mais si on arrive déjà en Afrique de l'Ouest à une manifestation, c'est que le peuple a vraiment marre de ce qui se passe. Il est vrai que au lendemain déjà des réformes qu'il y a eu, on a eu quelques revendications ou je dirais contestations dans le rang des acteurs de la société civile et même de certains acteurs politiques de l'opposition. Mais cela n'a pas donné suite, cela n'a pas donné effet. Parce que ces gens n'ont pas forcément le pouvoir de décider quoi que ce soit dans le régime qui est mis en place. Par exemple, quand je prends l'opposition n'est pas représentée au sein du Parlement de façon à pouvoir faire porter sa voix. Quand nous voyons dans la balance. Voilà, quand nous voyons la manière dont la Constitution a été changée, on parle de 87 voix contre 0, ce qui prouve que il n'y a même pas d'opposition. Donc, actuellement, à part ces manifestations, concrètement, moi, je ne vois pas quel est le moyen pour la population de faire porter sa voix. Maintenant, est-ce qu'on doit aller à une manifestation violente? Je pense que ça relève de la manière dont la police ou le régime en place encadre ces manifestations. Parce que au début, toute manifestation est censée être, en tout cas, paisible et non violente. Mais si la police use des moyens violents pour contrer ces manifestations, les manifestants ne voulant pas lâcher gain de cause, ne voulant pas lâcher prise ou ne voulant pas faire taire leur voix, peuvent maintenant aller à d'autres moyens beaucoup plus violents, peut-être pour montrer la force qu'ils ont envie de mettre derrière ce qu'ils sont en train de revendiquer. Donc, c'est cela qui peut causer les manifestations violentes qu'on a pu observer récemment. Et je pense que le régime en place doit revoir la stratégie d'encadrer ces manifestations qu'on observe. Merci à vous. Alors, Romain Rondignon, la CEDEAO et l'UA dans ces situations. La CEDEAO, l'UA, deux organisations internationales qui seraient la bienvenue dans ce cadre, puisque on le constate, le Togo est en crise en ce moment. Et il faudrait que les différentes organisations qui ont fait le choix de les compter parmi leurs membres agissent de façon à ce que la situation se calme. Donc, on attend véritablement quelque chose de la part de la CEDEAO, de l'UA, qui, pour l'instant, n'ont pas véritablement manifesté d'envie à empêcher les répressions violentes des manifestations dans ce pays. Ce qui est triste et dommageable
pour ces organisations parce que cela salit leur image et cela empêche également qu'on les prenne au sérieux à l'international. Donc, la vérité, c'est qu'on a besoin de ces organisations pour agir véritablement. Faire en sorte que si le Togo est en tort, si le gouvernement togolais est en tort, alors que celui-ci puisse écouter sa population. Si la population peut être satisfaite d'une certaine manière, alors celle-ci devra également être satisfaite parce que le gouvernement est là pour écouter la population et non pour lui-même. Donc, véritablement, ces organisations ont leur place dans ce qui se passe actuellement, dans le devoir de se prononcer et d'intervenir pour arranger les choses du mieux que celles-ci peuvent, malgré le fait que leur plan d'action, ou plutôt leur champ d'action soit limité par la souveraineté togolaise. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, à présent, nous parlons de la candidature d'Alassane Ouattara en 2025, un pari pour la continuité. Et là, je me tourne vers vous, Gaston Joy Agbo. Alassane Ouattara à la tête du pays depuis 2011 est pressenti pour briguer un nouveau mandat. Comment analysez-vous cette éventualité? Nous nous retrouvons là en Côte d'Ivoire dans un contexte préélectoral. Il s'agit des élections présidentielles ou de l'élection présidentielle qui aura lieu en octobre 2025. Et il y a déjà les manifestations de cette élection qui se font observer partout dans le pays. Par exemple, l'actualité interne du pays a complètement changé et on observe déjà les actions mises en place par chaque acteur politique pour ce qui est de l'organisation de cette élection-là. Et pour ce qui est de la candidature du président Alassane Ouattara, je pense que cela reste un sujet assez délicat en ce sens que nous nous retrouvons dans une sorte de continuité ou d'un président qui ne veut pas quitter le pouvoir. Quand on observe le contexte et tout ce qui se passe, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire comme une analyse. Mais quelle est la position de la population ivoirienne face à cette probable candidature du président Alassane Ouattara? Je pense que la population reste divisée sur cette question parce que d'un côté, nous avons ceux qui pensent que les mandatures du président Alassane Ouattara a quand même permis à la Côte d'Ivoire de se réunir pour ce qui est des violences qu'on a pu observer par le passé dans la gestion de la chose politique en Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté, nous avons les partisans de l'opposition qui pensent quand même que 3 mandats, c'est quand même assez suffisant et le président doit désormais laisser la place à d'autres acteurs pour montrer également ou pour faire les preuves. Et c'est ce qu'on veut observer. Mais c'est dommage que les grandes figures qui se sont montrées ou qui ont cette volonté de gouverner ont été techniquement écartés de la liste. Et je veux nommer les grandes figures Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et autres. Et là maintenant on se retrouve avec une opposition affaiblie parce que on ne voit pas, à part ces grandes figures, quelqu'un d'autre qui pourrait prendre la relève et faire porter concrètement la voix de ces grands partis de l'opposition qui ont déjà pendant longtemps désigné comme représentant ces grandes figures. Et de l'autre côté également, nous avons le parti au pouvoir qui n'a pas encore jusque-là fait montre d'une autre option à part la représentation du président au pouvoir. Ce qui fait qu'on se rapproche déjà de l'élection. Et quel est le candidat que ces partis-là vont mettre maintenant sur les listes et qui auront l'approbation de la population afin que ces partis puissent en tout cas remporter les élections? C'est ce qui est sur la table actuellement et probablement on va se retrouver avec une candidature du président Alassane Ouattara. Probablement. Alors, Omer Roundeyon, est-ce que l'argument d'une paire retrouvée peut justifier un 4e mandat? Eh bien, une paire retrouvée, quelle paire retrouvée? Celle de 2010 après les manifestations. Et justement. Cette paix, on peut le dire, a été déjà désirée à cause
des conflits créés par ce même candidat qui est pressenti pour les élections présidentielles qui s'annoncent en octobre 2025. Malheureusement, je pense que si celui-ci décide de se représenter, alors déjà qu'il est le seul et le meilleur candidat possible pour son parti, alors s'il décide de se représenter, il aura toutes les chances de se faire réélire. Peut-être pas à cause de la paix, mais simplement parce qu'en face, comme les Ivoiriens le disent, c'est maïs. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui puisse véritablement tenir le coup d'une véritable campagne avec lui. Donc véritablement, on peut constater que la meilleure option pour le RHDP, c'est de faire en sorte que Alassane Ouattara revienne et se représente pour les élections. Celui-ci n'a pas encore fait de déclaration officielle disant qu'il se représenterait, mais pour l'instant, je ne vois pas qui pourrait le remplacer. On cite des noms, mais on parle par exemple de son vice-président, mais effectivement, est-ce que celui-ci a autant le soutien du parti que lui? Est-ce que celui-ci a autant le soutien de la population que lui? Je ne pense pas. Il faudra éviter qu'un deuxième 2010 se reproduise en Côte d'Ivoire. Et pour cela, il faut une transparence claire au niveau de toutes les structures chargées de l'organisation de l'élection et de tous les processus mis en place pour s'assurer d'une bonne élection. Ce qui est bien de ce côté-là, c'est que la CEDEAO a décidé d'envoyer une mission pour pouvoir observer tout cela. Et donc, on espère que cette fois-ci, la CEDEAO fera la différence pour éviter que toute chose puisse se passer de manière indésirable et que véritablement les élections en Côte d'Ivoire choisissent le candidat du peuple, choisissent celui qui fera le mieux pour la Côte d'Ivoire, ne choisissent pas quelqu'un pour qui on dirait que c'est à cause d'une paix retrouvée que celui-ci a été réélu, mais choisissent quelqu'un qui a véritablement les épaules pour pouvoir apporter un changement au peuple ivoirien qui ne fait que demander cela depuis des années. Merci à vous. Alors, très rapidement, avant de fermer cette émission, on va réagir sur le cas au Gabon. Je reste avec vous. Les militaires au pouvoir laissent entrevoir l'idée de créer un parti ou de s'engager durablement dans la vie politique. S'agit-il là d'un glissement de rôle? Comment interprétez-vous? Eh bien, les militaires au pouvoir, certes, le Gabon a eu un coup d'État en 2023 qui a fait venir au pouvoir Oligui Nguema Clotaire. Et celui-ci a décidé, je pense, donc, de renoncer à son titre de gradé de l'armée pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, ce qui fait que l'expression militaire au pouvoir est un peu à revoir. Vous me direz qu'il y a des militaires dans certains embrassements de la vie politique. Je dirais que vous avez effectivement raison. Donc, c'est une situation assez ambiguë pour l'instant au Gabon. Alors, la création de partis politiques, malheureusement, le président l'avait promis, il n'en aurait pas, parce qu'il disait qu'il ne voulait pas être tenu par un quelconque parti, une quelconque association. Et malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il est en train de créer le sien. Alors, est-ce qu'il aura le pouvoir total comme bien d'autres partis en Afrique ont un seul homme à leur tête qui dirige le tout? Ce serait préférable pour qu'il ne soit pas tenu par une quelconque organisation comme celui-ci le souhaitait. Alors, est-ce que c'est une implantation des militaires dans la vie politique du Gabon? Je pense que les partis ont vocation à être pérennisés, c'est-à-dire qu'ils ont une idéologie qu'ils construisent et qu'ils ont vocation à perpétuer cette idéologie dans le temps pour faire porter leur voix sur la scène politique de leur pays. Donc effectivement, si le parti est créé, alors celui-ci pourra se pérenniser dans le temps. Et on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc on n'est jamais mieux servi que par les gens qui nous ressemblent. Donc effectivement, si le parti comptabilise parmi ses rangs des militaires qui sont fidèles à Oligui Nguema, alors on pourrait assister, comme vous le dites, à une installation de l'audience militaire dans le pouvoir politique du pays. Votre lecture? Que je vais rejoindre M. Rommel pour ce qui est de l'expression militaire au pouvoir, parce que je pense qu'actuellement au pouvoir on n'a plus un militaire, on a un civil qui essaie de faire présenter à l'élection, et
qui s'est fait élire par la population. Parce que parmi les conditions pour être élu, je pense que c'est d'abord de renoncer à son titre de militaire, parce que quand vous êtes militaire, vous ne pouvez même pas vous présenter à une élection avant de prétendre être président du pays. Et dans ce cadre, je ne pense pas que Brice Oligui Nguema ait besoin d'un parti politique pour gouverner. En ce sens qu'il suffit juste qu'il mette en place un projet de gouvernance assez clair qui va quand même recueillir l'approbation des autres partis ou des acteurs qui sont déjà là, qui sont bien établis et qui vont mobiliser la population autour de ce projet-là. Donc actuellement, ce qui est en jeu, c'est sa capacité à mobiliser la population autour de son idéologie ou quand même du projet qu'il aura à mettre en place. Donc c'est ce qu'on aura à observer. Et là, s'il veut créer un parti politique, il a tout le pouvoir, parce que en tant que civil, en tant que citoyen du Gabon, je pense que les tests lui permettent de créer un parti. Maintenant, créer un parti, pourquoi faire? Parce que quand on regarde le contexte dans lequel ce dernier est arrivé au pouvoir, c'était dans l'optique de faire une transition. Et quand on observe déjà, c'est la transition qui a été assez courte pour ce qui est des récents coups d'État qu'on a observés. Donc, je pense qu'il va essayer de garder cette logique de transition là pour le moment, et bien sûr dans cette logique il n'aura pas besoin de parti politique. Merci, oui, la allez-y. transition est déjà finie au Gabon. Le Gabon a déjà un président, donc la logique de transition est terminée, et donc c'est maintenant la logique de pérennisation aussi, je peux le dire ainsi, pérenniser son pouvoir. Et donc s'il n'a pas l'intention de se cantonner à 2 mandats, alors le parti politique est la première étape. Donc je ne veux pas être complotiste, mais est-ce qu'on n'assisterait pas là à un bongo bis? C'est quand le parti sera créé qu'on pourrait assister à cela. La création du parti a été annoncée. Bon, jusque-là, on n'a pas encore le parti, on attend de voir. Très bien, on attend de voir. On attend de voir, donc c'est sur ces mots que nous refermons cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je rappelle, nous étions en présence de 2 analystes géopolitiques, Romel Rondignon et Gaston Joy Agbo de Morgan Training, est un cabinet conseil spécialisé dans la formation et l'insertion des analystes géopolitiques. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de 26 minutes en Afrique et dans le monde.